Nous sommes en 2009, précisément le 27 octobre, personne ne connaît Riot Games. Un petit studio californien, une poignée de développeurs, un seul projet un peu fou, un jeu gratuit inspiré de Warcraft 3 dans un marché dominé par les grosses licences, les boîtes, les CD et les abonnements mensuels. Personne ne le sait encore, mais le monde s'apprête à découvrir l'un des jeux vidéo les plus influents de toute l'histoire. Un jeu qui va changer la manière dont on joue, la manière dont on consomme le jeu vidéo et surtout la manière dont on se mesure aux autres. Ce jeu, vous le connaissez tous, vous y avez probablement déjà joué, vous l'avez peut-être adoré ou détesté, ce jeu c'est bien sûr League of Legends. À sa sortie, League of Legends n'est pas parfait. Les graphismes sont simples, l'équilibrage est bancal, les serveurs sont instables et pourtant quelque chose fonctionne. Très vite, des millions de joueurs s'y connectent jour après jour, nuit après nuit, mais pourquoi? Parce que League of Legends propose quelque chose de nouveau. Un mélange explosif de compétition pure, de progression personnelle et surtout un classement, la ranked solo queue. Un système simple mais terriblement efficace. Tu gagnes, tu montes, tu perds, tu descends. Un chiffre, un rang, une identité, bronze, silver, gold, platine, diamant, master et le Saint Graal Challenger. Ces mots deviennent plus que des divisions, ils deviennent des statuts, des fiertés et parfois même des obsessions. Et Riot comprend très vite une chose fondamentale, les joueurs ne veulent pas seulement jouer, ils veulent se comparer. Ils veulent progresser, ils veulent prouver, ils veulent appartenir et Riot va bâtir toute sa philosophie autour de ça. Les années passent, League of Legends devient un monstre culturel, des centaines de millions de joueurs, des worlds regardés par plus de monde que le football, une scène e-sport structurée, professionnelle, mondiale. Riot n'est plus un petit studio, Riot devient un empire. Et surtout, Riot gagne quelque chose de plus précieux que l'argent, la confiance des joueurs. Quand Riot sort un jeu, les gens regardent. Quand Riot annonce un projet, les gens écoutent. Et cette confiance, Riot ne va pas la gaspiller. Beaucoup de studios, à ce stade, auraient fait le choix le plus simple, sortir une suite, capitaliser, faire League of Legends 2. Riot fait l'inverse, il décide de ne jamais remplacer League of Legends, mais de construire autour. Plutôt que d'exploiter un succès, Riot cherche à comprendre pourquoi il fonctionne, pourquoi les joueurs restent, pourquoi ils reviennent, pourquoi ils s'investissent. La réponse est toujours la même, progression, compétition et communauté. Alors Riot commence à explorer. Pas au hasard, pas dans tous les sens, mais toujours dans des genres où le skill compte, la maîtrise se voit et la progression est mesurable. Alors, une décennie plus tard, Riot s'essaye à un nouveau jeu, ils sortent Teamfight Tactics. Un genre nouveau pour beaucoup de joueurs, un jeu plus lent, plus stratégique, mais toujours basé sur la même promesse, tu peux t'améliorer. Résultat, des millions de joueurs, des classements, des tournois et une place durable dans l'écosystème. Puis Riot décide de s'attaquer à un autre monument. Le FPS tactique, un genre brutal, exigeant, dominé par des légendes. Personne n'attend Riot ici et pourtant, un an plus tard, Valorant arrive. Un jeu pensé pour la compétition dès le premier jour. Un jeu où chaque erreur compte, un jeu où le classement redevient central et encore une fois, les joueurs répondent présents. À ce stade, une chose devient évidente. Riot Games n'est plus un studio qui tente des choses, c'est un studio qui maîtrise ce qu'il fait. À chaque fois, le même schéma. Ils observent un genre, ils en comprennent les règles, puis ils identifient les frustrations et surtout, ils savent à qui ils s'adressent. Mais Riot ne veut pas seulement créer des jeux compétitifs. Ils veulent créer un univers, un monde cohérent où chaque expérience renforce les autres. Et puis, ils surprennent encore. Ils annoncent un projet qui n'est pas un jeu. Une série animée basée sur un univers de jeux vidéo, à ce moment-là, beaucoup doutent, les adaptateurs de jeux vidéo ont mauvaise réputation. Trop souvent ratés, trop souvent oubliables, et pourtant, quand Arcane sort, le choc est immédiat. Une direction artistique unique, une narration mature, des personnages profonds, Arcane dépasse le cercle des joueurs, elle touche un public nouveau, un public qui n'a jamais lancé League of Legends. La critique est unanime, le public est conquis, Arcane devient un phénomène culturel et surtout Arcane prouve quelque chose de fondamental. Riot sait raconter des histoires, Riot sait créer de l'émotion, Riot sait transformer un univers de jeu en une œuvre majeure. À partir de là, plus rien n'est impossible. Si Riot peut réussir un MOBA, un auto-battler, un FPS tactique, une série animée acclamée, alors une question commence à flotter dans l'esprit des joueurs, dans quel genre Riot va-t-il entrer ensuite? Pas un genre facile, pas un genre récent, un genre ancien,
codifié, ancré dans la culture depuis des décennies, un genre où la compétition existe depuis bien longtemps, un genre où chaque carte compte, où chaque décision peut coûter une partie, où la maîtrise se construit sur des années, un genre dominé par des institutions, des noms presque intouchables. À ce moment précis, quand Riot regarde ce genre, ce n'est plus une simple curiosité, c'est un défi. Parce que Riot ne se pose jamais la question « est-ce qu'on peut exister ?» Il se pose toujours la même question « est-ce qu'on peut faire mieux ?» Et c'est là que Riot annonce son projet le plus inattendu, le plus risqué et peut-être le plus ambitieux, un TCG qui sera nommé Riftbound. Salut à vous, j'espère que vous allez aimer ce nouveau concept de vidéo. Dans la dernière vidéo, on avait mis un booster en jeu à gagner pour celui qui likait, commentait et s'abonnait à la chaîne. C'est Arthos qui a gagné le booster. Je te laisse me contacter sur Discord avec tes coordonnées et un screen pour me prouver que c'est bien ton compte. Et on remet encore un booster à gagner sur cette vidéo. Donc il suffit à nouveau de commenter la vidéo, de la liker, de s'abonner et je tirerai quelqu'un au sort pour gagner le booster. On va essayer de faire ça maintenant à chaque vidéo si jamais les stocks le permettent. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment beaucoup de boosters encore. Je me permets aussi de vous rappeler rapidement mon partenariat avec Rebel Forge. Si vous voulez du set 2, n'hésitez pas à aller directement dans la catégorie Riftbound, à choisir Spirit Forge, les boîtes de boosters. Bien évidemment, ce n'est pas encore disponible, mais vous indiquez votre mail et dès que les stocks seront disponibles sur internet, vous pourrez commander directement sur un site fiable et aussi à Rebel Forge. Tous les samedis après-midi, on fait un tournoi, c'est juste à côté de Marseille, à Aubagne, avec des cartes Overnumber à gagner et des displays à gagner. N'hésitez pas à venir, c'est super sympa. Et puis dernière petite chose, vous pouvez aussi toujours réserver le coaching, il vaut mieux s'y prendre au moins une semaine à l'avance, c'est 10 € la première heure et ensuite 15 € de l'heure que vous pouvez payer soit sur PayPal, soit directement avec des cartes de la même valeur. Voilà, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de vous coacher et on va reprendre tout de suite la suite de la vidéo et je suis quand même ravi de vous annoncer que j'ai eu la chance d'avoir ma place pour Bologne, même si elle était super chère et donc je suis super content. Je vais pouvoir y aller et vous filmer un petit peu ce qui va se passer là-bas. Bonne vidéo à vous. Mais pour comprendre ce que représente vraiment Riftbound, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il arrive. Le monde des TCG, les Trading Card Games. Les jeux de cartes compétitifs ne sont pas nouveaux, ils existent depuis plus de 30 ans. Tout commence au début des années 90, en 1993, un jeu change tout, Magic the Gathering. Un concept révolutionnaire pour l'époque, des cartes à collectionner, des decks personnalisables, une profondeur stratégique presque infinie. Pour la première fois, chaque joueur arrive avec son propre arsenal et très vite la compétition s'installe, les premiers tournois apparaissent, les premiers champions, les premières méta, Magic pose les fondations de tout le genre. Quelques années plus tard, un autre phénomène débarque, Pokémon. Cette fois, le public est différent, plus jeune, plus familial, mais l'impact est colossal. Des cartes dans les cours de récré, des compétitions officielles, des championnats du monde, le TCG devient mainstream. Puis arrive Yu-Gi-Oh!, un TCG plus explosif, plus rapide, plus spectaculaire, un jeu qui marque toute une génération. À ce moment-là, le monde des TCG est installé, il a ses règles, ses codes, ses communautés et surtout sa mémoire. Parce que les TCG ne sont pas seulement des jeux, ce sont des habitudes, des rituels, des années d'investissement. On ne change pas de TCG comme on change de jeu vidéo. Et très vite, une scène compétitive massive se met en place. Des tournois locaux, des tournois nationaux, des championnats du monde, des joueurs qui consacrent des années de pratique, des milliers d'euros et parfois toute leur identité de joueur. Mais le monde des TCG a aussi ses problèmes, des problèmes anciens, connus, mais rarement résolus. D'abord, le coût. Entrer dans un TCG compétitif, ça coûte cher, très cher. Acheter des boosters, chercher des cartes rares, construire un deck viable, pour beaucoup, la barrière est immédiate. Ensuite, la complexité. Des règles accumulées sur des décennies, des milliers de cartes, des interactions parfois obscures. Pour un nouveau joueur, le mur est immense. Et puis, il y a l'inertie. Les joueurs sont fidèles, parfois trop. Changer de jeu, c'est abandonner des années d'investissement. Changer de jeu, c'est repartir de zéro. Enfin, il y a la compétition elle-même, brutale et implacable. Ici, pas de matchmaking automatique, pas de classement qui s'adapte, tu arrives à un tournoi, tu gagnes ou tu sors. C'est dans ce monde-là que Riot décide d'entrer. Un monde ancien, codifié, dominé par des institutions presque intouchables et la question n'est plus: est-ce que Riftbound est un bon jeu de cartes? Mais bien, comment un nouveau TCG peut-il exister face à 30 ans d'histoire? Parce que Riftbound va devoir affronter des communautés ultra fidèles, des habitudes profondément ancrées, une scène compétitive déjà saturée et une méfiance naturelle envers les nouveaux venus.
Mais si Riot a appris quelque chose avec League of Legends, c'est que les joueurs sont prêts à changer, à condition qu'on leur offre une progression claire, une compétition juste et une communauté vivante. Alors, la vraie question devient, et si Riot appliquait au TCG ce qu'ils ont appliqué aux jeux vidéo compétitifs ? Maintenant, faisons un état des lieux de ce qu'il en est du TCG à l'heure actuelle. Il y a d'abord Magic the Gathering, le premier, le plus profond. Sa plus grande force est sa richesse stratégique. Des formats multiples, des styles de jeu très variés, un écosystème compétitif structuré depuis des décennies, mais cette profondeur a un prix. Les règles sont lourdes, les interactions sont parfois opaques et surtout le coût est extrêmement élevé pour jouer à haut niveau. Pour un nouveau joueur, Magic est impressionnant mais souvent décourageant. Au fil des années, le jeu a connu plusieurs phases de déclin, des périodes de lassitude, des critiques récurrentes et pourtant Magic a toujours su se renouveler grâce à des nouveaux formats ou à des extensions spéciales pensées pour relancer et maintenir la hype. Ensuite, il y a Pokémon. Pokémon est le TCG le plus accessible des grands noms. Des règles relativement simples, une lisibilité claire et une licence qui attire immédiatement. Sa force principale, c'est son public, des joueurs très jeunes, des familles, une communauté immense, mais compétitivement, Pokémon est très dépendant des sorties. La méta évolue vite, certaines cartes deviennent obligatoires et le jeu laisse peu de place à l'expression individuelle du skill sur la durée. Aujourd'hui, la vraie force de Pokémon se situe ailleurs, dans la collection et dans la spéculation. Les cartes Pokémon s'arrachent, certaines se revendent à plusieurs centaines de milliers d'euros, tout le monde en veut et les stocks sont souvent très limités. Puis Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! S'est révélé très rapidement grâce à son animé diffusé dans le monde entier. L'histoire d'un jeune joueur évoluant dans un univers où les duels de cartes décident de tout, cet aspect a immédiatement séduit le grand public. Yu-Gi-Oh! C'est le TCG le plus explosif, le plus spectaculaire, avec des mécaniques uniques. Sa force, c'est son rythme, une intensité permanente, un jeu qui récompense la connaissance parfaite de la méta, mais ses défauts sont bien connus, une complexité extrême, des textes de cartes interminables et un écart immense entre joueurs occasionnels et joueurs compétitifs. Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Magic, ces trois noms sont les grands piliers du TCG. Ils font partie de la première vague des jeux de cartes à collectionner et ils ont affirmé leur positionnement au fil des décennies. Mais ces dernières années, de nouveaux TCG sont apparus avec une ambition claire, venir concurrencer ces géants historiques. Ils ont été nombreux, trop nombreux pour tous les citer, mais certains ont réussi à se démarquer. D'abord, en 2019, Flesh and Blood, aujourd'hui considéré comme une étoile montante du TCG, ses débuts ont pourtant été compliqués. Le jeu ne repose sur aucune licence connue, à sa sortie personne ne connaît le nom, et pourtant Flesh and Blood a su s'imposer au fil des années comme une alternative compétitive sérieuse. Un jeu pensé pour le face-à-face, avec un accent fort sur la technique et la lecture de l'adversaire. Son atout principal, c'est le skill. Les décisions comptent réellement, la maîtrise fait la différence, mais le jeu est exigeant. Peu accessible pour les débutants et sa communauté reste encore limitée comparée aux géants historiques. Puis en 2022, One Piece. Le TCG One Piece s'appuie sur l'une des licences les plus puissantes du monde. Un univers connu depuis décennies, une base de fans massive déjà acquise. Dès sa sortie, le jeu attire facilement de nouveaux joueurs, des fans de l'œuvre, mais aussi des joueurs de TCG curieux. Très rapidement, une scène active se met en place avec des tournois remplis et une communauté engagée. Sa plus grande force, c'est précisément cet engagement. Les joueurs sont investis, attachés aux personnages, impliqués émotionnellement dans le jeu. Sur le plan du gameplay, One Piece propose des mécaniques solides, assez accessibles pour les nouveaux joueurs, mais avec suffisamment de profondeur pour permettre une vraie compétition. Cependant, cette force est aussi sa faiblesse principale, le jeu dépend énormément de sa licence. L'attrait repose en grande partie sur l'univers One Piece, sans cette licence, le jeu aurait beaucoup plus de mal à exister par lui-même, et sur le long terme, le défi sera de maintenir une méta équilibrée sans se reposer uniquement sur la popularité de sa franchise. En 2023, Disney sort son propre TCG, Lorcana, une licence parmi les plus puissantes au monde, un univers immédiatement reconnaissable, capable de toucher toutes les générations. Dès son lancement, Lorcana vise un objectif précis, l'accessibilité. Des règles simples, un rythme de jeu modéré, une prise en main rapide, même pour des joueurs n'ayant jamais touché un TCG. C'est l'un de ses plus grands atouts, Lorcana est un excellent point d'entrée dans le genre, il attire un public nouveau, des familles, des joueurs occasionnels, des collectionneurs Disney. Le succès est immédiat
les cartes se vendent très vite, les stocks sont souvent insuffisants face à la demande, la hype est réelle, mais sur le plan compétitif, le jeu montre encore des limites, la profondeur stratégique reste inférieure à celle des TCG historiques, les mécaniques sont volontairement simples et la scène compétitive est encore en construction. Lorcana n'a pas prouvé qu'il pouvait s'installer durablement comme un TCG compétitif de haut niveau, son défi sera clair, évoluer sans perdre son accessibilité. Et enfin, le dernier petit nouveau, Altered, un TCG très récent, officiellement sorti en 2024, un jeu qui arrive avec une ambition claire, innovée. Altered tente de se démarquer dès sa conception, nouvelles mécaniques, rythmes différents et surtout une approche originale de la collection et de la propriété des cartes. L'objectif est clair, moderniser le TCG, le rendre plus lisible, plus accessible et plus adapté aux attentes des joueurs actuels. C'est là que se situe sa principale force. Altered est un jeu pensé avec une vision moderne, il cherche à corriger certains problèmes historiques du genre, à proposer une expérience plus fluide, moins intimidante pour les nouveaux joueurs, mais cette modernité a aussi un revers, le jeu manque encore de recul, la méta est jeune, la scène compétitive est embryonnaire, Altered doit encore prouver qu'il peut tenir sur la durée, que les choix de design sont viables à long terme et qu'il peut fidéliser une communauté au-delà de l'effet nouveauté. Aujourd'hui, Altered représente une promesse, un potentiel, mais pas encore une certitude. Alors, on arrive enfin en 2025 et Riftbound arrive. Et là, on oublie 2 secondes le logo Riot, on oublie la hype, on oublie Runeterra. La vraie question c'est, est-ce que Riftbound est capable de faire mieux que les TCG classiques sur les points qui font mal? Parce qu'un nouveau TCG ne gagne pas en étant cool, il gagne en étant le meilleur sur des douleurs réelles. Alors, on va prendre les points un par un. Premièrement, la cible de Riot Games. Riftbound arrive sur un marché avec un avantage immense, sa cible, son public. Avec Riot Games, on sait à quoi s'attendre. Ils prennent un jeu, un genre ou même un autre média comme avec Arcane et ils en font un phénomène. Riot Games inspire confiance et Riftbound s'adresse à un public large et bien identifié. D'abord, les collectionneurs. Riftbound propose des produits pensés spécifiquement pour eux, des cartes spéciales, des coffrets dédiés, des éditions limitées, des événements exclusifs. Les fans d'Arcane, les fans de League of Legends, beaucoup vont s'intéresser à Riftbound sans même connaître réellement le TCG, l'univers à lui seul suffit à attirer. Ensuite, les joueurs compétitifs. Dans le jeu vidéo, Riot Games est synonyme de compétition, de classement, de tournois, de scènes structurées. Pour tout joueur cherchant un jeu dans lequel s'investir sérieusement sur le long terme, Riftbound devient un choix naturel. On sait qu'il y aura des tournois, des événements officiels, des récompenses importantes et une forte médiatisation. Enfin, Riftbound vise un troisième public clé, les tryharders. Des joueurs habitués à s'investir pleinement, à consacrer du temps, de l'énergie et de l'argent à leur passion. Des joueurs qui constituent une partie de leur identité autour de leur hobby et sur ce point, Riot dispose d'un avantage colossal, les joueurs de League of Legends, des centaines de millions à travers le monde, même si seule une infime fraction de cette communauté se tourne vers Riftbound, pour un TCG, ce sera déjà un succès majeur. Le deuxième point, l'accessibilité. Il faut apprendre vite et jouer vite. Le premier mur du TCG, ce sont les règles. Elles sont souvent complexes, il faut beaucoup lire, beaucoup mémoriser et très vite cela devient décourageant. Riftbound propose une alternative claire, d'abord avec le Proving Ground, une boîte contenant 4 decks prêts à jouer, pensés pour être accessibles, friendly, family et jouable presque immédiatement. Oui, le jeu est complexe, mais sa prise en main est rapide, n'importe qui peut commencer une partie en quelques minutes, même si la maîtrise complète des règles et de toutes leurs subtilités demande du temps. Riftbound innove là où beaucoup d'autres ont échoué. Avec le deck de runes, le jeu supprime une grande partie de la frustration liée au hasard des ressources, un problème historique du TCG quand on ne peut pas jouer simplement parce qu'on ne pioche pas ce qu'il faut. Autre choix fort, les battlefields. On attaque plus directement le joueur adverse pour lui retirer des points de vie, l'objectif devient la conquête de territoire, contrôler des zones, marquer des points. Ce système pousse à des stratégies plus variées, plus dynamiques et plus denses. Riftbound propose ainsi une expérience à la fois simple et complexe, facile à comprendre, difficile à maîtriser. C'est frais, c'est intelligent, c'est addictif et dès son premier set, Riftbound parvient à convaincre et attirer rapidement une masse importante de nouveaux joueurs.
En 3, le problème du TCG, 1v1 uniquement, Riftbound est pensé social. Deuxième point où beaucoup de jeux se ferment, le TCG c'est souvent du duel, point. Riftbound lui est explicitement pensé comme jouable en 2 à 4 joueurs avec du 1v1, du 2v2 et du free for all. Et ça c'est un avantage immédiat sur le marché actuel. On peut amener 3 potes, poser le jeu et jouer à plusieurs sans que ce soit un mode bridé. Résultat, plus de parties entre amis, plus de joueurs qui restent, plus de joueurs qui basculent ensuite vers le compétitif. En 4ème, l'objectif de partie. Clair, lisible, spectateur friendly. Beaucoup de TCG ont un défaut. Pour un nouveau, la victoire est abstraite. Tu perds, tu sais même pas pourquoi. Riftbound clarifie la victoire autour des battlefields. Tu prends le contrôle, tu marques des points et tu gagnes à 8 points. C'est un détail, mais c'est exactement le genre de détail qui rend le jeu plus lisible pour débuter, plus simple à commenter, à suivre, plus compétitif dans l'expérience. 5ème point, la construction de deck, une identité forte et une direction claire. Autre douleur du TCG, la page blanche. Construire un deck, oui, mais avec quoi et pourquoi? Riftbound te force à partir d'un axe clair, ta légende, ton champion définissent ton identité de deck. Et ça fait deux choses. Ça aide les nouveaux joueurs, tu sais ce que tu fais et dans quel style de jeu tu joues, et ça aide la méta. Les decks ont des identités plus nettes, donc c'est plus facile de comprendre les match-ups. 6ème point, la cadence des règles, les corrections et les mises à jour assumées. Dans les TCG historiques, les règles changent, mais souvent lentement ou de manière difficile à suivre. Riot fait un choix très clair, les core rules sont un document vivant, mis à jour minimum à chaque sortie du set et potentiellement beaucoup plus souvent, surtout au début. Ça, c'est un énorme signal. On va corriger, on va préciser, on va stabiliser, et dans un jeu compétitif naissant, c'est vital. Un autre tabou du TCG, quand une carte est un problème, soit tu subis, soit tu attends, soit tu bannis la carte. Riftbound a déjà une logique structurée de mise à jour autour des règles avec des patch notes et même des errata publiés côté règles. Ça ne garantit pas que tout soit parfait, mais ça montre une posture, la compétition n'est pas laissée à la chance. 7ème point, le compétitif. C'est pas un jour peut-être, c'est cadré tout de suite. Beaucoup de nouveaux TCG font la même erreur, ils sortent le produit et ils improvisent la scène compétitive. Riot fait l'inverse. Il publie un cadre complet de tournament rules et de niveau d'événements dès les premières semaines. Et surtout, l'organised play est pensé en roadmap avec une ambition claire, y compris un objectif de World à long terme, prévu d'ores et déjà en 2027 d'après leur plan. Donc sur ce point, Riftbound est meilleur pour une raison simple, la compétition n'est pas une conséquence du succès, c'est une partie du design. Alors, dans Riftbound, y a-t-il uniquement des points positifs? Dans tout ça, il y a aussi un point négatif majeur, le stock. Riftbound est clairement victime de son succès. À l'origine, le jeu était principalement pensé pour le marché chinois. Riot Games n'a pas su adapter ses volumes de production assez rapidement pour le reste du monde, ni pour la version internationale. La conséquence est immédiate, des stocks sont insuffisants, des cartes difficiles à trouver et les prix s'envolent. Le problème finira par être corrigé, oui, mais pas instantanément. Pas dans les mois qui suivent la sortie, et c'est un vrai souci parce que un TCG qui manque de produits perd mécaniquement des joueurs potentiels, des joueurs qui veulent essayer mais qui ne peuvent tout simplement pas accéder au jeu. À cela s'ajoute un autre frein important, la langue. À son lancement, Riftbound n'est disponible qu'en anglais ou en chinois, un choix qui rebute une partie du public, notamment en Europe et particulièrement en France où la barrière de la langue reste réelle. Heureusement, Riot Games a rapidement réagi, une version française a été annoncée pour le courant de l'année 2025, mais là encore, le temps joue contre eux. Chaque mois sans accessibilité complète, ce sont des joueurs perdus. Alors, le potentiel réel de Riftbound peut-il vraiment dominer la scène compétitive des TCG? Riftbound ne va probablement pas tuer Magic ou Pokémon et ce n'est d'ailleurs pas nécessaire, mais il peut devenir le TCG passerelle d'une génération entière. D'abord, les joueurs Riot, les joueurs de League of Legends ou de Valorant habitués à la compétition, au classement, à l'investissement sur le long terme. Ensuite, les joueurs qui veulent du TCG sans un mur d'apprentissage infranchissable, un jeu plus lisible
lisible, plus moderne, avec une vraie sensation de fraîcheur. Et enfin, les groupes d'amis, ceux qui cherchent un jeu social, accessible autour d'une table, mais avec une vraie profondeur stratégique derrière. Si Riftbound réussit à verrouiller 3 éléments clés, qui sont une scène boutique vivante et bien soutenue, une médiatisation forte et régulière de la scène compétitive et une proposition de collectionnabilité des cartes solide et cohérente, alors oui, Riftbound peut devenir un pilier moderne du TCG à sa manière. Et si je peux me permettre un avis un petit peu plus personnel, je pense sincèrement que Riftbound a le potentiel pour dominer la scène compétitive des TCG, peut-être même plus rapidement que ce que beaucoup l'imaginent. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il puisse prendre à terme la première place des TCG compétitifs. En revanche, sur l'aspect collection pure, Pokémon restera très probablement indétrônable. Rivaliser avec ce géant japonais semble presque impossible. Mais la proposition de Riot Games, si elle est bien menée, devrait malgré tout réussir à attirer une partie importante des collectionneurs.